retour sur le plateau de TV Finance dans cette édition du 7 décembre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure d'ouvrir notre page macroéconomique avec notre invité, Monsieur Christophe Barrot. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. Merci Christophe d'être avec nous ce matin. Comme régulièrement, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Christophe, il y a eu un peu de changement de votre côté puisque vous êtes toujours chef économiste chez Market Securities, mais maintenant vous êtes également directeur général de Market Securities Monaco. C'est bien ça ? Exactement. Ok, super. Bravo pour cette nomination. Christophe, on a beaucoup de choses à voir avec vous. On va essayer d'être au plus proche de l'actualité. L'actualité, dans un premier temps, c'est la balance commerciale chinoise qui a surpris, c'est-à-dire que les exportations ont surpris à la hausse, les importations, par contre, elles ont surpris à la baisse. Est-ce que malgré tout, c'est un premier signe de sortie de marasme de l'économie chinoise, selon vous ? Alors, globalement, on voit que la Chine arrive toujours à tirer parti, je dirais, de l'activité mondiale via les exportations. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Il faut noter aussi qu'il y avait un certain nombre d'effets de base positifs. En revanche, un petit bémol sur les importations qui traduisent plus l'activité domestique, la consommation interne, etc. Donc ça confirme aussi la faiblesse qu'on a vue pour les premiers chiffres du mois de novembre et également on va dire la petite faiblesse aussi en octobre. Donc on est vraiment dans une situation où certes l'économie chinoise continue de croître, mais à un rythme bien plus faible que ce qu'on pouvait attendre il y a quelques semaines ou quelques mois. Et donc ça souligne quand même une faiblesse persistante face à des phénomènes cycliques comme l'immobilier, mais aussi structurels. Comme la démographie, ouais. Ou même l'attractivité de la Chine aujourd'hui qui est de plus en plus remise en question. Remise en question, effectivement, lors la dernière rencontre de Xi Jinping et Joe Biden, je crois que Xi Jinping une de ses missions était de rassurer les investisseurs américains et leur dire que finalement la terre chinoise était une terre toujours accueillante. Est-ce que ces données-là, donc vous nous dites que la demande intérieure reste atone par la force des choses, c'est évident. Est-ce que c'est aussi le constat qu'a fait S&P dernièrement, puisqu'elle a revu la perspective de la note de crédit de la Chine à la baisse. Est-ce que les autorités locales, le gouvernement, ne s'est pas trompé en enchaînant, en empilant les plans de relance, mais juste à destination de l'offre et pas de la demande ? Alors, il y a un mix, moi je dirais, sur les plans de relance, que ce soit même côté demande, ils ont essayé de faire de nombreuses choses. On voit qu'aujourd'hui, ils ont plutôt tendance à axer sur l'immobilier, en essayant de stimuler les achats via des baisses de taux d'intérêt, via le fait d'avoir des conditions beaucoup plus simples pour acquérir un bien, notamment en baissant l'apport minimum. Maintenant, on sent bien que le problème de l'immobilier aujourd'hui, il est vaste, persistant. Il y a des besoins de financement pour les promoteurs qui sont considérables, au moins jusqu'à la fin de la première partie 2024. Ils sont obligés d'intervenir aussi via les banques d'État, afin de faciliter l'accès au crédit pour ces promoteurs. Mais on sent bien que les défauts se poursuivent. On sent bien que les transactions ne repartent pas, les prix continuent de baisser, et ça, donc, c'est un impact direct sur l'activité construction, mais aussi indirect sur les ménages. Parce qu'il faut rappeler que la grosse partie de la richesse des ménages, donc entre 60 et 70%, est concentrée sur l'immobilier. Donc ça joue aussi sur la confiance des ménages, et ça explique aussi pourquoi la consommation ne repart pas aussi vite qu'on aurait pu l'attendre, et qu'on n'est pas du tout dans un schéma classique de sortie de Covid, où tout repart. Certes, le secteur de l'hospitalité, donc tout ce qui va être hôtellerie, restauration, c'est reparti, mais le reste, ça reste quand même très très limité. Mais c'est ça, c'est en fait la question c'est est-ce que les Chinois qui désormais vont au restaurant, ça va permettre de sauver l'économie mondiale, en gros, Alors, il y a quand même des signes encourageants sur cette partie, et c'est une des raisons aussi pour laquelle la croissance chinoise sera vraisemblablement au-dessus des objectifs du gouvernement pour cette année, donc au-dessus plus de 5%. Maintenant, ça reste quand même le seul point positif à court terme, et pour le reste, c'est très lent, très poussif. Ça va demander, à mon avis, encore des mouvements accommodants sur un plan monétaire, et vraisemblablement une politique fiscale qui soit un peu plus expansionniste
comme ça a déjà été annoncé par certaines mesures, mais je pense qu'il y en aura d'autres pour 2024. Mais écoutez, on attend ça. Quels sont les déterminants qu'il faut suivre, qu'il faut avoir en tête dans les prochains jours pour avoir une bonne perception de là où l'économie chinoise va et des politiques monétaires qui pourraient être mises en place autour? Alors on aura plusieurs chiffres, comme c'est le cas à chaque fois au milieu du mois, tout ce qui est vente au détail, justement, production industrielle, investissement. On aura aussi les prix immobiliers. Donc je pense que ces chiffres-là sont généralement très importants, puisque si on peut imaginer que s'ils sont faibles, on pourra avoir au moins une réponse monétaire à très court terme. Après, pour une réponse fiscale supplémentaire, je pense que il faudra attendre potentiellement le début 2024 et voir aussi les résultats du Nouvel An chinois. Ok, écoutez, on sera attentif à tout ça. Donc effectivement, une réponse fiscale de la part des autorités chinoises, c'est probablement aussi une façon, mais ça soutient toujours l'offre finalement par la chose. Oui, mais ça permet aussi de limiter le risque de cascade sur l'immobilier. Parce que le vrai risque aujourd'hui à très court terme, c'est d'avoir des défauts et que la sphère immobilière contamine aussi la sphère financière. Donc c'est quelque part un moyen aussi de limiter la casse à très court terme. De limiter la casse à très court terme. Écoutez, on sera effectivement attentif à tout ça. On va basculer, on va rester sur ces sujets de politique monétaire. Hier, on a appris que la Bank of Canada, la banque centrale canadienne, maintenait ses taux toujours à des plus hauts de plusieurs dizaines d'années, je crois 22 ans, à 5%. Ceci étant, elle a aussi également communiqué sur la taille de son bilan en disant qu'elle allait poursuivre son resserrement quantitatif. Est-ce que la semaine prochaine, la BCE et la Fed vont se réunir, la BCE d'abord, la Fed ensuite. Concernant la BCE, est-ce qu'elle doit revoir, elle, son resserrement quantitatif? Est-ce qu'elle doit l'accélérer? Quel mouvement elle doit opérer sur son bilan, selon vous? Alors, je ne sais pas si c'est à moi de dire ça, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, pour la quasi-totalité des banques centrales, on reste dans une phase de resserrement des bilans, que ça va continuer d'être le cas pour quasiment tout le monde, je dirais, à court et même peut-être à moyen terme, que sur le cas de la BCE, il va y avoir une interrogation donc, sur le PEPP, donc, à savoir est-ce qu'ils vont continuer de réinvestir les obligations qui arrivent à échéance, donc les montants qui découlent de ça et les coupons. Je ne pense pas qu'on puisse s'attendre à une action au mois de décembre. En revanche, ça va être un questionnement beaucoup plus prononcé à partir du début 2024, au moment de la revue, en fait, une grande revue qui va s'opérer sur la BCE. Et donc on peut s'attendre à des annonces dans ce sens-là. Maintenant, ça va dépendre aussi du contexte. Aujourd'hui, ils ont quand même un peu de chance avec les taux d'intérêt à long terme ont rebaissé, ce qui pourrait leur laisser éventuellement une petite marge de manœuvre. Mais voilà, ça reste une problématique, je dirais, court terme. Mais le vrai focus, c'est qu'est-ce qui va se passer sur les taux d'intérêt directeurs début 2024. Et selon vous, alors le marché commence à pricer un pivot de la BCE courant S1, et si on essaie d'être précis, certains commencent à pointer du doigt éventuellement fin T1, début T2 2024. Alors dans les faits, si on regarde les données macroéconomiques, on a une inflation qui a ralenti beaucoup plus vite que prévu. Elle devrait en rythme annuel rebondir au mois de décembre et début d'année en raison d'effets de base, mais ensuite se normaliser et potentiellement converger vers la zone des 2,5, fin du T2, début du T3. Donc, généralement, les banques centrales ont plutôt tendance à agir en amont. Donc ce qui pourrait nous donner, moi j'aurais plutôt tendance à dire avril aujourd'hui plutôt que mars, parce que mars ça me semble un petit peu proche, mais en parallèle, on est dans une phase où l'activité économique en zone euro s'est contractée au T3. Ça pourrait vraisemblablement être encore une fois le cas au T4, donc synonyme de récession. On voit la production industrielle allemande qui a chuté ce matin. La production allemande, on a les commandes aussi qui ont été publiées, donc les factory orders hier. On voit bien qu'on a le secteur de l'hospitalité justement qui était le gros point fort de l'Europe qui plafonne, mais on a aussi le marché de l'emploi qui montre quelques signes de faiblesse, puisque dans les indicateurs PMI, on était donc sous le seuil de 50, donc en contraction, donc on a quand même des signaux de ralentissement de l'activité économique, de normalisation de l'inflation, et on peut très bien imaginer que s'il n'y a pas un choc
énergétique, donc que ce soit sur le gaz naturel, que ce soit le pétrole, ça ouvrira quand même un boulevard à la BCE pour commencer à rebaisser ses taux d'intérêt dans un contexte de dégradation de l'activité économique. Donc aujourd'hui, on peut se dire que avril, pour moi, ça semble être quand même le scénario central. Mars, ça pourrait intervenir s'il y a une dégradation beaucoup plus forte de l'activité. C'est ça, ça vous semble un peu tôt, Mars, en fait, en réalité, parce que il faut attendre de voir quelle est la trajectoire de l'inflation, une confirmation de la trajectoire de l'inflation au cours du T1, de l'activité également, et j'imagine qu'il faut... De l'activité aussi, mais dans leurs prévisions, voilà, ils sont quand même relativement optimistes. Et l'emploi en Europe, l'emploi... où on en est? Est-ce que cette fameuse boucle prix-salaire s'éloigne de plus en plus, donc aussi par la force des choses? Si on regarde la plupart des indicateurs à haute fréquence aujourd'hui sur justement la dynamique des salaires, on a un début de normalisation qui s'opère. On a plusieurs indicateurs qui pointent vers une normalisation plutôt lente mais progressive et un retour à la normale qui pourrait s'effectuer fin aussi d'année prochaine. Donc on peut être relativement optimiste là-dessus et surtout on va rentrer dans un monde dans lequel jusqu'ici la demande était soutenue partout. Donc il n'y avait pas forcément une pression pour les entreprises à baisser leurs prix. Or, on voit que ça commence à changer un peu. On a des stocks de biens mondiaux qui sont maintenant un peu plus élevés par rapport au volume d'achat. Donc on peut imaginer qu'il y ait un certain nombre de discounts. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire que voilà, on est sur des rythmes où s'il n'y a pas un choc externe énergétique, on est quand même sur une trajectoire lente et progressive de retour à la tendance pré-pandémie. Et on n'a pas vraiment eu ce que certains pensaient, à savoir un changement structurel de long terme sur l'inflation. Alors, bien sûr, il y a des déterminants comme tout ce qui va être lié au changement climatique, mais ça, financement de l'énergie verte, etc. Qui là, voilà, ça peut être aussi un facteur d'inflation, mais globalement, pour le reste, on a l'impression de revenir à une ère pré-pandémique, où l'inflation est contenue. Et contenue, c'est ce que vous nous disiez, donc on parle bien d'inflation core, là, du coup, dans vos projections. Là, je parlais de 2,5, c'est l'inflation globale, mais l'inflation core, bien sûr, elle reviendra vers des niveaux aussi, plus en ligne avec les objectifs de Banque centrale, mais un peu plus lentement. Que la globale, parce qu'elle intègre justement les prix de l'énergie qui sont en train de se tasser a priori. Exactement. Du coup, c'est ce qui accélère le mouvement. On va rester sur cette thématique du marché de l'emploi. Cette semaine, 3 rapports sur l'emploi ont été publiés outre-Atlantique. Le JOLTS, l'ADP, ces 2 rapports ont mis en avant le fait que le marché de l'emploi se réduit et moins dynamique qu'auparavant. On attend les inscriptions au chômage tout à l'heure. En théorie, si la logique est respectée, les nouvelles demandes devraient augmenter. Du coup, par la force des choses, est-ce que la Fed peut accélérer son pivot qui est attendu également à peu près au même moment que la BCE? Selon vous, ça va peut-être un peu plus tard. La Fed, c'est plutôt mai-juin. Est-ce que la Fed peut surprendre et annoncer son pivot pour la semaine prochaine? Alors, sur l'emploi, déjà... Petite parenthèse sur les demandes d'allocation chômage, c'est très volatile, donc... c'est très saisonnier, en fait, c'est ça que vous voulez dire. Exactement, d'une semaine à l'autre, donc je ne suis pas certain qu'on puisse faire le parallèle entre les rapports mensuels et entre les JOLTS, l'ADP exactement, et au-delà que ce ne soit pas exactement la même période d'observation. Néanmoins, sur le marché de l'emploi, il y a clairement, pareil, une normalisation qui s'opère. Donc ça se voit sur les créations de postes, ça se voit sur le nombre d'offres disponibles via le JOLTS, ça se voit aussi sur la dynamique des salaires, où on voit qu'en rythme mensuel, maintenant, on converge vers des 0,2, 0,3%. En rythme d'évolution des salaires, c'est ça, oui. Donc, on a cette normalisation, on voit aussi sur les commentaires des grosses boîtes cotées que il y a clairement un tassement, on est même sur certains programmes de licenciement dans divers secteurs, et on voit aussi que les gros drivers de l'emploi, qui étaient liés en partie à tout ce qui va être transport et hospitalité, commencent à se normaliser. Donc on a aussi cette normalisation aux États-Unis qui est très claire et précise. On a un taux de chômage qui est quand même remonté, puisqu'on était passé de 3,4 sur le point bas à 3,9. Si vous regardez aussi le nombre de chômeurs, donc ça va être plus le household survey,
On voit que ce nombre a tendance à augmenter, donc ça confirme un petit peu ça. Et sur l'inflation, on a eu les 2 derniers chiffres étaient relativement corrects, en deçà des attentes. Et tous les indicateurs avancés qu'on a aujourd'hui, donc, sur la composante loyer, sur la composante alimentation, sur la composante prix des biens, indiquent une normalisation au moins sur les 6 prochains mois. Si on rajoute que le prix des véhicules a baissé malgré la grève qu'il y a eu dans l'automobile, voilà, il y a tout un tas de faisceaux qui suggèrent que la Fed, elle aussi, pourrait rebaisser ses taux d'intérêt sur la première partie 2024. Maintenant, la Fed est dans une situation différente de la BCE, puisque l'activité économique était très soutenue au T3 pour des facteurs plutôt transitoires, mais très soutenue. Au T4, on est censé avoir encore un chiffre positif. Malgré le fait que les ménages américains aient quasiment épuisé leur niveau d'épargne, que les crédits étudiants vont devoir de nouveau être remboursés. Après, c'est un phénomène qui est attaqué. La consommation américaine est par définition extrêmement résiliente. Donc c'est un ralentissement qui peut être très lent et progressif. Donc avant que ça se voit vraiment dans les chiffres, il y aura forcément un décalage. Maintenant, si on prend côté Fed, la Fed, à mon avis, est beaucoup plus réactive que la BCE. Donc ce qui devrait en fait raccourcir on va dire l'écart potentiel entre une baisse des taux de la BCE et une baisse des taux de la Fed. C'est-à-dire que la Fed pourrait être amenée à baisser ses taux malgré que les États-Unis soient dans une situation économique plus favorable qu'en zone euro. Donc ça nous donnerait, si on regarde le calendrier, si on part du principe que la BCE le fait en avril, la Fed aura plutôt tendance à le faire un petit peu après. Maintenant, dans le discours des banquiers centraux, aujourd'hui, on attend déjà à ce que tout le monde valide le fait qu'il n'y aura plus de hausse de taux, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le spectre du comité de la Fed aujourd'hui. Il y a la Fed cette semaine, alors je vais rebondir, je vais repasser sur la BCE, c'est Isabelle Schnabel qui il y a quelques jours nous disait qu'il était hors de question d'envisager une baisse de taux, et puis finalement là il y a 2 jours elle nous dit que l'inflation est totalement sous contrôle et que on peut envisager très certain, en tout cas que dans le narratif des banquiers centraux de la Banque Centrale Européenne, on pourrait commencer à faire... En tout cas, ils ne feront plus référence à de futures hausses de taux. C'est ça. Mais ça, je pense que c'est ce qu'on va potentiellement retrouver dans le communiqué de la Fed. D'autant que si on regarde, par exemple, le dernier Beige Book, on voit que l'activité, il y a quand même le fait d'acquiescer que l'activité a ralenti depuis le 3e trimestre où les chiffres étaient explosifs. Donc, ils ont la situation est sous contrôle, on pourrait dire, du côté de la Réserve fédérale américaine. Ils ne vont pas nous pondre, entre guillemets, un discours lors des prochaines, à l'issue de la prochaine réunion de la Fed, où ils nous diront, ou dans quelques temps, où ils nous diront, on ne savait pas que l'économie ralentissait. Alors ça, je pense qu'ils ont déjà souligné qu'elle ralentissait. Maintenant, je pense qu'ils resteront quand même un petit peu plus prudents sur le court terme, parce que on a quand même des signaux de résilience dans certains compartiments de l'économie américaine, que l'inflation dans les sondages, donc dans les enquêtes d'opinion, reste quand même principal problème pour les ménages. Donc je pense que la clé aux États-Unis pour savoir ce que la Réserve fédérale fera, c'est de regarder justement la préoccupation des ménages. Est-ce que le marché de l'emploi gagne du terrain dans les sondages? Et ce sera d'autant plus important que 2024 est une année d'élection et qu'on sait que la Fed est plutôt biaisée démocrate. Donc la clé aujourd'hui aux États-Unis, c'est vraiment regarder les sondages d'opinion et savoir quelle est la priorité des ménages. Est-ce que ça ne deviendrait pas à un moment un peu plus l'économie au global et l'emploi? Et ça, je pense que ce sera un signal très clair pour la Fed pour avoir une politique accommodante. Super, très clair. Merci Christophe. On va finir avec ce sujet, le pétrole. Tout le monde a remarqué encore hier, les cours ont chuté. Alors, il semblerait que ce soit suite beaucoup. Alors, d'un côté, on a la demande mondiale qui baisse, les prévisions de demande mondiale qui sont plutôt orientées à la baisse. D'un autre côté, on a les risques géopolitiques. On a anticipé que le risque géopolitique, notamment au Proche-Orient, puisse porter à la hausse les cours. Finalement, c'est pas du tout le cas. On est en train de se rendre
compte que au sein de l'OPEP et de l'OPEP+, eh bien, il y a des dissonances, et ça peut rappeler une situation alors qui était une configuration qui était assez similaire tant géopolitiquement que au niveau de la croissance, l'orientation de la croissance mondiale. C'était en 2014 quand l'Arabie Saoudite a décidé d'augmenter sa production pour inonder le marché des cours de pétrole, pour inonder le marché de pétrole alors que les prix étaient déjà très bas, mais juste pour contrer l'arrivée du schiste américain. C'était en 2014. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite veut baisser la production pour booster les prix, mais l'Afrique de l'Ouest, les pays producteurs de l'Afrique de l'Ouest disent non, nous on a du pétrole sous le bras, on veut le mettre sur le marché parce qu'on a besoin d'entrée de devises. Est-ce qu'on va assister à une nouvelle guerre des quotas selon vous? Alors c'est difficile à dire, mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que sur le marché du pétrole, effectivement, déjà, premier point, la demande est plus faible qu'attendue. Ça découle d'un ralentissement observé en zone euro, en Chine également, peut-être un petit peu aux États-Unis dernièrement sur les derniers chiffres hebdomadaires. Premier point. Sur le côté, je pense, géopolitique, c'est intéressant de noter que malgré le conflit, c'est quand même resté limité et centré, que personne aujourd'hui n'a envie que ça prenne une ampleur démesurée. Moi, je retiendrai surtout le fait que l'Arabie Saoudite n'exclut pas l'accord de normalisation avec Israël, sous condition, bien entendu, que la situation rentre dans l'ordre, mais c'est quand même un point très important parce que, implicitement, on pourrait se dire que si cet accord prend forme, les États-Unis demanderaient vraisemblablement à l'Arabie Saoudite de relâcher la pression sur l'OPEC. Qu'aujourd'hui, en termes de positionnement, l'Arabie Saoudite a déjà bien baissé sa production relativement à tous les autres membres de l'OPEC. Elle a peut-être été un peu au maximum de ce qu'elle pouvait faire. Et je dirais les divergences des membres de l'OPEC aujourd'hui qui font que on peut se demander s'ils peuvent vraiment baisser la production comme ils l'ont annoncé. Donc ça crée beaucoup d'incertitudes, le tout dans un contexte aussi qui est de positionnement intéressant, c'est que la plupart des hedge funds étaient extrêmement longs, et aujourd'hui ils sont plutôt short. Donc ça explique aussi l'amplitude du mouvement. Donc on a eu à la fois un choc de demande, je dirais une issue géopolitique entre guillemets négative pour les prix du pétrole, et un changement de positionnement majeur. C'est en partie pour ça que on est passé quasiment sur le WTI de 94 à 70, qui est je dirais un mouvement très brutal et contre-intuitif surtout. Oui, exactement. Effectivement, personne ne l'a vu venir ce mouvement sur le pétrole. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été avec nous ce matin. Christophe Barraud, vous êtes directeur général de Securities Market Monaco et chef économiste de Market Securities. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Merci. Christophe. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. À bientôt. On marque une pause de notre côté et on se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 7 décembre du live de TV Finance. À tout de suite.